Bonjour à tous, bienvenue ici sur le plateau de Figaro Imo, Figaro Live, pour cette nouvelle émission des Clés de l'Imo. Les Clés de l'Imo, qu'est-ce que c'est? Tous les vendredis, c'est un rendez-vous pour vous rendre service, vous qui souhaitez acheter, louer ou investir dans un bien immobilier. Vous souhaitez également avoir des réponses sur des questions autour du budget, du financement, des taux de crédit. Ça tombe bien, puisque à chaque fois, on a un expert qui est spécialisé dans le domaine. Et aujourd'hui, on a une experte. Bonjour. Bonjour Olivier. Sandrine Alenier, porte-parole de Vous Financer. Alors Sandrine, Vous Financer, en quelques mots déjà, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un réseau de 185 agences de courtage en crédit dans toute la France. Donc on accompagne tous ceux qui veulent acheter, investir dans l'immobilier pour leur trouver la meilleure solution de financement. Donc on est en effet expert des taux, de crédit, des formules de prêt. Voilà, je pense qu'on va reparler de tout ça ensemble. Absolument. Alors merci à vous. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, donc on a pu les récolter. Voilà. Maintenant, on va répondre en direct à toutes vos questions. Si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez évidemment continuer et poser vos questions sur tout ce qui est financement, budget, taux de crédit. Voilà, il faut être le plus clair possible. Et ça, c'est une promesse, Sandrine, et je pense que ce sera le cas. Alors, première question, une question de Marie-Anne. Je suis en bonne santé, mais je suis retraitée. Ai-je droit à un crédit immobilier? Si oui, de quelle durée? Oui, bien sûr, il est tout à fait possible d'emprunter quand on est à la retraite. D'ailleurs, il y a de plus en plus de seniors avec l'allongement de la vie qui empruntent. Globalement, on peut rembourser un prêt jusqu'à 75 ans, âge de fin de prêt. Parce que ce qui va déterminer vraiment la possibilité d'emprunter, c'est l'assurance du prêt, puisque la banque demande une assurance décès-invalidité. Donc les banques acceptent jusqu'à 75 ans, âge de fin de prêt, mais avec ce qu'on appelle une délégation d'assurance, donc une assurance individuelle. Certaines assurances vous couvrent jusqu'à 90 voire 95 ans. Il n'y a pas de banque en fait qui interdise en fait d'avoir un prêt à 80 ou 85 ans. Tout à fait. Alors après, c'est la durée qui va évoluer. À 60 ans, vous pouvez donc encore facilement emprunter jusqu'à 15 ans sans problème. Donc jusqu'à, pardon Sandrine, jusqu'à... À 60 ans, on peut encore emprunter sur une durée de 15 ans, 60 ans, voire même plus. Et on a oui. même des banques qui se sont spécialisées dans les prêts pour les seniors et on peut avoir un crédit immobilier à 60 ans encore sur 30 ans. Donc ça permet de faire des nouveaux projets, d'aider ses enfants, de aussi rendre plus liquide son patrimoine. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions pour les seniors, donc il ne faut pas s'en priver. Et on peut avoir aussi via l'assurance vie peut-être des prêts particuliers? Tout à fait. On peut également avoir des prêts sans assurance quand on a par exemple des problèmes de santé, notamment en lien avec l'âge. On peut donc emprunter en nantissant une assurance vie, ou on peut également prendre un autre bien immobilier duquel on est déjà propriétaire en garantie. Donc il y a encore plein de solutions. Après, il est vrai qu'il est quand même plus facile d'emprunter quand on est encore en activité, puisque du coup souvent les revenus sont plus élevés. Du coup, ça va permettre d'emprunter davantage. Oui, ça doit être la crainte d'ailleurs de Marianne, effectivement. La question sous-jacente là-dessus, c'est est-ce qu'on n'est pas trop vieux? Jusqu'à quel âge en fait on peut emprunter? Mais là-dessus, au moins 75 ans, ça c'est sûr. Après, c'est un peu particulier, 80 ou 85 ans. Tout à fait. Charline, alors là, une question, mais vous avez été très nombreux à nous la poser là-dessus. Cette question sur le prélèvement à la source. 2019, alors il y a un vent de panique là par rapport à ça. Et Charline nous demande, avec le prélèvement à la source en 2019, les banques vont-elles prêter autant? La nouvelle donne ne risque-t-elle pas de changer les choses? Je vous avoue qu'on s'est aussi posé la question, bien entendu, et on a du coup interrogé nos partenaires bancaires, parce qu'on travaille globalement avec toutes les banques de la place. Et donc, je tiens à vous rassurer, comme les banques l'ont fait, il n'y aura pas de modification de la façon de calculer le taux d'endettement. Sur le salaire net. Voilà. Aujourd'hui, les impôts sont pris en compte comme une charge, mais ne sont pas déduits du salaire. C'est une charge comme une autre, comme les charges de copropriété à venir, comme l'EDF, comme l'école des enfants si on est en école privée. Donc voilà, les impôts sont une charge qui vont être comptabilisés dans le reste à vivre pour que la banque s'assure que vous puissiez encore vivre une fois que vous avez payé toutes vos charges. La grosse inquiétude avec le prélèvement à la source, c'était que la banque prenne en compte non pas le salaire avant impôt comme elle le fait maintenant, mais le salaire après impôt, ce qui aurait pu du coup entraîner une baisse de la capacité d'emprunt. Les banques nous ont rassurés, elles ne comptent pas changer, elles ne comptent pas faire des développements informatiques pour prendre en compte ce type de salaire. Certes, les impôts vont être pris en compte, mais encore comme une charge et non pas comme une baisse de revenus. Donc les banques vont continuer à prendre en compte le salaire avant impôt, d'autant qu'un décret a été publié par le gouvernement pour obliger les entreprises à mentionner en plus gros le salaire avant impôt et en dessous le salaire net après impôt, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment aussi de perte de pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet psychologique aussi quand on va voir sa feuille de paye avec un salaire net
moins important. Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir de l'attentisme dans les projets immobiliers? Oui, on pense qu'en effet, au premier trimestre 2019, les gens vont mettre un petit peu de temps à se familiariser avec surtout le virement du salaire qui sera plus faible. Ben oui, parce que vous passez de 2500 à 2200 euros ou 2000 euros. C'est vrai que la projection sur un projet immobilier ne sera pas la même. Donc vous pensez qu'il y aura un attentisme comme ça pendant au moins le premier trimestre 2019? Oui, je pense que les gens vont vraiment se faire un peu à ce mécanisme, vont devoir un peu gérer leurs finances d'une autre façon. Mais pour rester positif, aujourd'hui, il y a 60% des Français qui sont mensualisés, donc qui sont prélevés de l'impôt chaque mois, le 15 du mois. Ils sont prélevés sur 10 mois. Là, ceux-là seront maintenant prélevés sur 12 mois. Du coup, finalement, il y aura même parfois un petit gain de trésorerie, c'est-à-dire qu'ils paieront un peu moins chaque mois. Ça, c'est la vision positive. Je pense qu'on va en effet avoir un temps d'adaptation, y compris dans les banques, parce que même si elles ne vont pas changer leur façon quand même de calculer officiellement la capacité d'emprunt, évidemment, les impôts vont quand même rentrer comme critère numéro 1. Très bien. Rendez-vous en tout cas est pris. Question suivante. Alors, question de Ronnie. On n'arrête pas de dire que les taux d'intérêt vont remonter. Ça ne bouge pas depuis un an. Quand vont-ils remonter? Faut-il se dépêcher? Alors là, c'est l'occasion aussi de dire un petit peu où est-ce qu'on en est si on prend une photo aujourd'hui sur les taux d'intérêt. Oui, alors Ronnie, on aimerait bien savoir également quand ça va remonter. Non, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on dit que les taux d'intérêt doivent remonter. Ce n'est pas le cas et on voit qu'a priori, ce ne sera pas le cas dans les mois à venir. Alors, il suffit de connaître les raisons en fait de la baisse des taux pour voir qu'elle peut encore se poursuivre, même si la marge est aujourd'hui limitée. Les banques déterminent leur taux de crédit, notamment en fonction des taux de refinancement et des taux de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire des taux auxquels elle-même achète l'argent. La Banque Centrale Européenne volontairement maintient ses taux bas pour justement booster le crédit. Et ça va être encore le cas jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc on a ce premier phénomène qui montre que la Banque centrale veut continuer à proposer des taux bas, même si elle a diminué son programme de rachat d'actifs, mais elle ne remontera pas ses taux dans l'immédiat, contrairement à la Fed aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier aspect. Fin 2018 ou fin 2019? Fin 2019. Le programme de rachat d'actifs. Sûr. Ça se poursuit pour l'instant, encore jusqu'en 2019. Concrètement, là où en est-on, Sandrine, sur justement les taux d'intérêt moyens? Alors justement, l'autre effet, c'est que les banques veulent continuer à prêter parce que le crédit immobilier est le moyen pour elles de capter de nouveaux clients et notamment des jeunes. Résultat, comme le début de l'année a été un peu compliqué en matière de demande de prêts, on a eu aussi en début d'année des emprunteurs assez attentistes. Donc les banques, pour faire réagir et rebooster la demande, ont baissé leurs taux. Donc actuellement, on est en moyenne à 1,3% sur 15 ans. 1,5% sur 20 ans et 1,75% sur 25 ans. D'accord. On est quasiment au même niveau que quand les taux étaient au plus bas en novembre 2016. Donc en effet, Ronnie, on a eu une petite remontée fin 2016, mais les banques ont à nouveau baissé leurs taux parce qu'elles ont une politique commerciale qui est très agressive et tant qu'elles le pourront, elles continueront à proposer des taux bas. 1,43% en moyenne. Toute durée confondue, hors assurance, on était des chiffres 3,22 en moyenne il y a 5 ans. Alors, les taux d'intérêt, effectivement, sont bas. Ça ne veut pas dire que les prix de l'immobilier sont bas. Justement, c'est important dans le cadre du pouvoir d'achat immobilier. On a actuellement 3 villes qui se détachent. C'est Paris, Lyon et Bordeaux au niveau des prix. Paris est à près de 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Bordeaux a explosé depuis 2 ans, voire 3 ans, à plus 20%. Et puis Lyon aussi, qui a pris 10% en une année. Ensuite, on a une série de villes, c'est Marseille, Nantes, Nice, Montpellier, Rennes, les grandes villes qui augmentent. En fait, c'est une tendance, évidemment, chaque bien est unique, mais c'est quand même important de le savoir, c'est une tendance des augmentations de 1 à 5%. Et puis, dès lors qu'on s'éloigne, en fait, des métropoles économiques attractives, alors là, ça baisse un peu. On a des villes qui sont, entre guillemets, bon marché. Alors, c'est le cas de Le Havre, Angers, Caen, Dijon, Amiens ou encore Nancy sont des villes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 euros par mètre carré dans l'ancien. Et puis, alors ça décroche évidemment encore beaucoup plus quand on est dans les zones rurales. Le ratio justement pouvoir d'achat immobilier entre les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt, il faut vraiment avoir ça en tête. Oui, et là vous avez raison d'en parler puisque les banques ont bien conscience qu'à ce niveau de prix, le moindre choc sur les taux d'intérêt, la moindre remontée pourrait venir ralentir la demande et ce n'est évidemment pas du tout leur objectif. Et donc c'est ce qui fait aussi que les banques font tout pour soutenir le pouvoir d'achat, notamment des primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, qui n'ont pas toujours un apport suffisant. C'est pour ça que les banques continuent à maintenir des taux bas pour les primo-accédants et également continuent à allonger les durées de prêt.
c'est ce qui permet d'alimenter encore cette demande et finalement, d'un côté, de limiter l'impact de la hausse des prix, mais également d'alimenter un peu cette hausse des prix puisque ça maintient encore la demande. Mais alors, que dire à Ronnie qui dit est-ce qu'il faut se dépêcher par rapport justement au taux d'intérêt? Si vous dites, bon, ça ne va pas bouger d'ici fin 2019... Alors, c'est vrai que le réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait j'attends un peu, ouais. Mais pourquoi attendre? J'attends un peu pour que les prix baissent. A priori, les prix ne sont pas prêts de baisser. Alors, j'attends un peu pour que les taux baissent. Là non plus, je ne voudrais pas décevoir Ronnie, mais malheureusement, la marge de baisse est aujourd'hui très limitée. Terminé, donc, vaut mieux négocier maintenant un bon taux avec son banquier ou avec son courtier qu'attendre. Et alors, craindre une remontée des taux, non, c'est vrai que je pourrais lui dire de se dépêcher, mais non, les taux ne vont pas remonter tout de suite. Je pense que l'important, c'est de trouver le bien coup de cœur, le bien qui est bien situé, c'est celui qui ne perdra pas de valeur en cas de retournement du marché, et le bien qui est près d'écoles, d'un bassin d'emploi. Voilà. S'il choisit bien son bien, je pense que c'est le moment d'y aller. D'accord, mais certains spécialistes disent on peut passer à 1,70 à la fin de l'année 2018 par rapport au 1,43 d'aujourd'hui. Vous dites non? Non, là, ça me paraît vraiment très compliqué en l'état puisque les banques n'ont pas totalement bouclé leurs objectifs de production de crédit. La demande de crédit, même si elle repart, elle reste fragile. Or, les banques ont la volonté de conquérir ces nouveaux clients. Donc, elles feront tout pour ne pas remonter les taux dans l'immédiat. Bon, voilà. L'engagement est pris. En tout cas, c'est une promesse qui est enregistrée. Alors, question de Jean-Philippe. Quels sont les cas, Sandrine, de refus d'un crédit immobilier? Alors, malheureusement, il y a de nombreux cas. Et c'est pour ça qu'il faut bien préparer son dossier et savoir si oui ou non, on est en capacité d'emprunt. Alors, les cas de refus qu'on a, c'est souvent des gens qui ont malheureusement une situation professionnelle qui n'est pas stable. Des gens demandent un crédit, y compris en touchant le chômage parfois, en congé parental, encore en période d'essai, ou c'est vrai qu'en CDD ou en intérim, si ça fait moins de 2 ans ou si c'est que le premier CDD, ça pourrait être compliqué. L'autre cause de refus, c'est d'avoir déjà trop de crédit, qui fait qu'on va dépasser les 33% d'endettement. C'est-à-dire qu'on a déjà un crédit voiture. Les 33%, voilà. Normalement, si on gagne par exemple 3 000 €, on va pouvoir rembourser jusqu'à 33% de son salaire, soit une mensualité de 1 000 €. Mais si déjà vous remboursez 300 € pour votre crédit voiture, 200 € pour un crédit conso, et que vous voulez emprunter 200 000 €, ça risque d'être un petit peu compliqué, et là vous aurez un refus. Donc, il faut rester dans cet endettement. Alors, il faut savoir que si on a déjà trop de crédits, on peut faire ce qu'on appelle un regroupement de crédits. C'est-à-dire qu'on va racheter les crédits et pouvoir faire une seule ligne de prêt incluant un crédit immobilier. Mais globalement, si on a une situation professionnelle stable, de préférence un CDI, ou qu'on est marié en couple ou en couple avec quelqu'un qui est en CDI et qu'on ne dépasse pas sa capacité d'endettement, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des refus. Et puis, pas trop de découverts aussi importants. Il ne faut pas que ça vienne comme ça. Oui, vous avez raison. Mais alors, s'il y a un refus de crédit au moment de la promesse de vente, ça, c'est ennuyeux, ça. Alors, souvent quand même, c'est pour ça que l'intérêt, c'est d'aller voir son banquier ou son courtier avant. Souvent même avant même d'avoir trouvé le bien. Parce qu'on va pouvoir vous calculer votre capacité d'emprunt, votre capacité en fonction de votre capacité d'endettement. Et on va pouvoir vous dire, voilà, vous gagnez tant, vous pouvez donc rembourser telle mensualité par mois et viser du coup un bien à temps. Donc du coup, ça permet de sécuriser un petit peu l'achat immobilier et de ne pas avoir de refus de prêt au mauvais moment. Ben oui, donc c'est mieux vaut aussi la vraiment règle d'or, c'est anticiper. d'anticiper au maximum. Tout à fait. Effectivement, merci Sandrine. Alors question suivante, question d'Anton. N'est-il pas dangereux de demander des crédits sur 30 ans quand on sait ce qui s'est passé en Espagne avec la crise immobilière? Parce que ça revient ça de plus en plus. On entend parler maintenant de ces longues durées, 30 ans, voire même 35 ans. Oui, alors petit rappel, en Espagne, les gens empruntaient à tout va sur en effet des durées longues, dans un marché avec énormément de construction et du coup avec une offre de logement bien plus élevée que la demande, du coup un marché dont les prix se sont effondrés. Alors, on a retrouvé des villes fantômes. Je vous rassure, ce n'est malheureusement pas le cas en France, Anton, puisqu'on a plutôt une pénurie d'offres, notamment dans les grandes villes, et on ne construit plus assez de logements. Les chiffres de la construction sont même en légère baisse, donc ça ne risque pas d'arriver. Mais vous avez raison quand même de poser la question sur 30 ans. Puisque de plus en plus de banques allongent les durées de prêt. Et on a aujourd'hui 5-6 banques qui font des prêts sur 30 ans, alors que ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, on avait même des banques qui refusaient de prêter sur 25 ans.
Ouais. Donc aujourd'hui, on a des banques qui acceptent de prêter sur 30 ans, mais à des plutôt primo-accédants, aux jeunes, de toute façon, voilà, plus jeunes, plutôt oui. aux jeunes qui n'iront sûrement pas jusqu'au bout du crédit. Ouais. Aujourd'hui, emprunter sur 30 ans, ça permet de mettre un peu le pied à l'étrier de l'achat immobilier, de faire un premier achat, de rentrer sur le marché à un moment où les taux sont bas, parce qu'aujourd'hui, on emprunte même sur 30 ans à moins de 2%, quitte à revendre dans 5, 7, 8 ans, voilà. Donc ça, Oui, disons ça que c'est un premier on peut pas. juste s'arrêter 2 secondes en fait en disant en moyenne c'est 7 ans ou 9 ans la durée en fait sur les emprunts. C'est là où on remet sur le marché. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, l'objectif des prêts sur 30 ans, c'est d'aider les jeunes à accéder à la propriété à un moment où les taux sont bas et où ils peuvent avoir intérêt à devenir propriétaires. En revanche, c'est vrai que la question se pose parce qu'à un moment, on disait que c'était trop dangereux d'emprunter sur 30 ans parce que le capital ne s'amortissait pas. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, on empruntait sur 30 ans à 4%. À 2%, au bout de 5 ans, si vous avez emprunté 200 000 euros, vous devrez plus que 180 000 euros à la banque. Donc on voit bien que quand même, il y a un amortissement qui se fait grâce au niveau des taux bas. Mais alors vous le conseillez Sandrine, sur 30 ans, on y va ou pas? Oui, je conseille en effet d'emprunter sur 30 ans si on veut devenir propriétaire et si c'est le seul moyen de devenir propriétaire. Alors récemment, on peut dire qu'en Alsace, il y a eu là un prêt d'une banque sur 35 ans à 2,55. Le coût d'un emprunt de 130 000 euros sur 35 ans à 2,55 ressort à 66 000 euros, ce qui est quand même, c'est quand même important, il faut le savoir. Oui, mais par rapport au moment où les taux étaient à 4% sur 20 ans, le coût d'un emprunt, c'était quasiment 75% du montant du prêt. Là, on voit bien que c'est que 50%. Voilà. Donc, on voit bien quand même que même à ce niveau-là de durée, si on veut devenir propriétaire, ça peut être une façon d'y accéder. Voilà, en fait, vous faites également le tour des aides. Les aides, c'est, on le rappelle, le prêt à taux zéro, notamment, qui est évidemment, ça c'est plutôt pour le neuf, mais faire le plein là-dessus. Tout à fait. Alors, une précision quand même sur les prêts à durée longue. Aujourd'hui, il y a seulement 2% des moins de 35 ans qui empruntent sur 30 ans. Donc, ça reste quand même anecdotique. Alors qu'en revanche, on a quand même 40% des moins de 35 ans qui empruntent sur 25 ans. Et c'est 2 fois plus qu'en 2014. Donc, on voit bien que les prêts sur durée longue augmentent, mais c'est plutôt des prêts sur 25 ans, soyons honnêtes. Ok, question d'Amira. Est-il intéressant de renégocier son assurance emprunteur depuis le 1er janvier, ça y est? Alors, son assurance emprunteur, tout à fait, son crédit aussi, mais c'est un autre sujet. Ouais. C'est vrai que concernant l'assurance emprunteur, on a aujourd'hui des facilités pour renégocier son assurance emprunteur. Alors, pourquoi renégocier son assurance emprunteur? Parce que parfois, quand on prend un crédit dans une banque, la banque peut inciter l'emprunteur à choisir l'assurance groupe qui n'est pas toujours celle qui a le coût le moins élevé. Donc aujourd'hui, il existe des lois pour ça. Soit la loi Hamon qui permet de résilier son assurance emprunteur pour une assurance équivalente dans les 12 mois suivant la souscription, soit l'amendement Bourquin qui permet de le faire à date anniversaire. Donc chaque année si on veut. Donc en effet, ça peut être intéressant, notamment pour les jeunes, puisque c'est pour les jeunes que les assurances vont être les moins élevées. Et ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez eu un problème de santé au moment où vous avez souscrit votre crédit et qu'aujourd'hui vous ne l'avez plus, du coup vous pouvez changer d'assurance pour repartir sur des nouvelles bases et avoir une assurance moins chère. Par contre, si vous avez pris votre crédit il y a 7 à 8 ans, à l'époque, par exemple, vous aviez 30 ans, vous avez eu une assurance moins chère que celle que vous aurez maintenant à 38 ans, même en faisant jouer la concurrence. Donc attention, ce n'est pas forcément avantageux, mais en effet, ça s'étudie. Très bien, donc on rappelle pour l'assurance emprunteur, en tout cas depuis le 1er janvier, vous pouvez changer chaque année l'assurance du crédit. On peut réaliser plusieurs milliers d'euros d'économie. 3 conseils aussi, faites jouer la concurrence. C'est important. Résistez à la pression de votre banquier qui ne voudra pas ou qui va tout faire pour vous retenir. Faites des simulations en ligne. En moins de 10 minutes, on peut obtenir aussi des tarifs précis. Je crois qu'il y a des sites de comparateurs, notamment d'assurance, les Furets, le Lynx, et qui vont surtout comparer les garanties, puisqu'en fait, la banque devra donner son accord pour la nouvelle assurance. Il faut que les garanties soient équivalentes. Donc attention à ce point-là. Et puis des courtiers en assurance, et April, Zena, Préassurez-moi, qui ont accès aussi à une multitude de contrats. Question de Stéphane. Alors, j'ai 21 ans et je souhaite devenir propriétaire, mais j'ai des moyens limités. Puis-je emprunter sans apport?
pas d'argent. Ouais. Alors, bon. La bonne nouvelle, c'est que Stéphane est jeune. Et c'est vrai qu'à moins de 35 ans, les banques sont beaucoup plus tolérantes si vous n'avez pas d'apport. Par exemple, si à 40 ans, vous gagnez 3 000 euros par mois depuis déjà des années, que vous n'avez pas été capable de mettre 5 000 6 000 euros de côté, même un petit apport, ce sera préjudiciable. À 30 ans, vous démarrez globalement dans la vie active. Et on a aujourd'hui beaucoup de banques qui acceptent pour les moins de 35 ans de prêter sans apport. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pour savoir combien vous pouvez emprunter, il y a des calculatrices qui sont très bien faites. Mais sinon vous prenez un tiers de vos revenus, on le disait tout à l'heure, ça sera la mensualité de base, et après on peut calculer le montant du prêt. Le souci, c'est que peut-être que vous n'aurez pas, du coup, comme vous n'avez pas l'apport, vous n'aurez pas le budget global suffisant pour acheter la surface que vous désirez acheter. Bien sûr, mais voilà. bon, en tout cas, mais emprunter sans apport, c'est possible. C'est possible. Question de Versave. On dit que le crédit relais est dangereux. Quelle est la durée limite entre l'achat d'un nouvel appartement et la vente de son bien ? En effet, il y a vraiment des peurs importantes, mais plus de la part des emprunteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu de crédits relais. Ce n'est pas que les banques ne veulent pas en faire. Est-ce qu'il y en a de moins en moins ? Non. Là, on est quand même dans un marché où il y a beaucoup de secondo-accédants et du coup, souvent les gens préfèrent garder leurs biens et pour vraiment avoir le coup de cœur et ensuite vendre leurs biens. Ouais, donc on rappelle le principe, on demande à la banque en fait de prêter de l'argent. On n'a pas encore vendu son bien, on veut déjà en acheter un autre. Voilà, c'est ça. Et effectivement, la durée entre les deux. Alors la durée entre les deux, elle est réglementée. Soit on peut partir sur une durée de 1 an. Donc en fait, le prêt relais, ça vous permet d'emprunter la somme nécessaire le temps d'avoir vendu l'autre bien. Donc soit vous pouvez partir sur un prêt relais de 1 an, soit sur un prêt relais de 2 ans. Et souvent, ça peut être 1 an qu'on peut reconduire encore 1 an. Donc globalement, c'est 2 ans maximum pour revendre son bien. Je dirais que la durée n'est pas le problème. Le problème, c'est quand vous faites un crédit relais, souvent vous remboursez encore l'ancienne mensualité sur le bien dans lequel vous vivez toujours et vous remboursez également la nouvelle mensualité du bien que vous venez d'acheter. Souvent, les intérêts du crédit relais, qui va être remboursé par anticipation, ne sont pas pris en compte puisqu'ils peuvent être faits en différé. On appelle ça donc ils peuvent être remboursés en différé au moment de la revente. Ouais. Donc il faut prendre un crédit relais avec différé total ou partiel, mais on a quand même 2 crédits au moins à rembourser, l'ancien et le nouveau. Donc c'est là que ça devient, les 2 ans peuvent devenir vraiment insupportables. Du coup, il y a ce qu'on appelle des crédits achat-revente ou relais rachat qui permettent de limiter l'endettement et parce qu'on rachète le capital restant dû et du coup vous avez largement 2 ans mais avec un endettement moins élevé. Attention quand même, pas de panique, au bout des 2 ans, la banque, si vous n'avez pas vendu, va trouver des solutions avec vous. Et on a même des banques qui font un très bon accompagnement, qui au bout de 6 mois vous disent peut-être que votre prix est trop élevé, ou au bout d'1 an qui va vous dire peut-être qu'il faut faire des travaux de généralement, elles font attention là-dessus. Les banques font très attention. Le bien n'est jamais surévalué. Elles font justement attention pour limiter. Elles prennent que 80% de la valeur du bien. Mais c'est vrai que souvent, on peut avoir mis en vente son bien avec un prix trop élevé. Ouais. Donc la banque vous accompagne. Et si vraiment le bien n'est pas vendu, il y a la possibilité de le mettre en location. Voilà, on trouve des solutions. Donc il ne faut pas avoir peur du crédit relais. Ça se calcule, ça s'étudie et des solutions existent. Donc Versave, limiter les risques et voilà, crédit relais achat, crédit relais vente, voilà, en tout cas des formules intéressantes pour essayer d'aller au mieux dans et d'être moins étranglé par les mensualités du crédit relais. Absolument. Alors Patrick, je ne sais pas s'il est étranglé, en tout cas il nous dit « J'ai souscrit il y a 2 ans un taux sur 15 ans à 2,45%. Faut-il le renégocier? Il me reste 115 000 euros de crédit. » Alors Patrick, en effet, c'est vraiment le moment de se poser la question. Comme les taux ont beaucoup baissé, alors plusieurs éléments. Il y a moins de renégociation de crédit déjà. Beaucoup l'ont utilisé. Il y en a moins parce que la plupart des gens l'ont déjà fait. Bien fait. Et que comme les taux sont bas depuis 1 an et demi, sont vraiment au plus bas, tout cela n'ont pas intérêt à renégocier. Mais là, Patrick, vous êtes le client idéal pour une renégociation de prêt. Parce que vous avez emprunté récemment, il y a 2 ans. Du coup, vous remboursez encore beaucoup d'intérêts dans vos mensualités. Donc le levier de la renégociation va être vraiment efficace. En août, vous avez un crédit à 2,42% sur 15 ans, 2,45%. 2,45%, oui. Alors qu'aujourd'hui, on peut emprunter en moyenne à 1,30% sur 15 ans. Et si vous avez un bon dossier, on pourra même vous obtenir 1, voire moins de 1. Donc il y a un écart de 1% qui est bien respecté pour que l'opération soit intéressante et permette de couvrir les frais. Et 115 000 euros de crédit, on considère qu'il faut qu'il reste
plus de 100 000 euros à rembourser pour que l'économie soit suffisante et qu'elle soit globalement de plus de 10 000 euros. Donc là, Patrick, je vous le dis, vous allez pouvoir réaliser des économies importantes parce que vraiment tous les critères sont réunis pour que vous fassiez des économies, pour que vous renégociez votre crédit. Donc n'attendez pas trop, à mon avis. Donc Patrick, allez-y, renégocier, c'est le moment, allez-y, il faut en profiter. Écart donc entre le taux de crédit en cours et le nouveau, il doit avoisiner les 1% ou voire 0,8 à peu près. Voilà, pour les crédits récents comme celui de Patrick, ça peut être 0,8. Et on peut aussi choisir de diminuer la durée restante en prenant une durée plus courte de crédit pour augmenter l'économie. C'est-à-dire que Patrick aura peut-être même intérêt à renégocier son crédit sur 10 ans. Il aura un taux à 0,7 et donc là, ça sera vraiment une grosse économie pour lui. Alors, Paul vous interpelle. Quels sont les frais d'un courtier? Qu'est-ce qui m'assure que vous êtes moins cher que mon banquier qui propose d'excellents taux? Alors tout à fait, c'est vrai qu'en période de taux bas, on peut se poser la question de l'utilité d'un courtier. Sauf qu'on n'est pas uniquement des chasseurs de taux. Notre métier, c'est aussi d'accompagner les clients, de prendre en charge pour lui toutes les démarches. Donc Paul, si vous ne voulez pas vous embêter à aller faire le tour de toutes les banques, alors tant mieux si votre banquier est le mieux positionné, vous avez de la chance, mais qu'est-ce qui vous garantit que c'est le cas? Donc si vous ne voulez pas aller mettre toutes les banques en concurrence en disant à la banque A, j'ai vu telle banque B qui va me donner tel taux, qu'est-ce que vous me proposez? Si vous voulez aussi qu'on fasse les démarches pour vous, pour l'assurance de prêt, voilà le rôle d'un courtier. On va vous accompagner à toutes les étapes, de l'étude du plan de financement jusqu'à la signature chez le notaire. Donc c'est un vrai service. Là. Un vrai service qui a du coup en effet un coût. Globalement, c'est 1% du montant emprunté. Avec souvent des frais qui sont finalement compensés par l'économie qu'on vous permet de générer. Alors peut-être pas sur le taux si vous avez le meilleur banquier, mais sur l'assurance également, sur le temps que vous allez gagner et également sur les frais de dossier parfois que va vous prendre la banque. Il y a des banques qui prennent aujourd'hui entre 300 et 900 euros de frais de dossier. Donc si vous empruntez 100 000 euros, finalement c'est le montant des frais de dossier que vous allez nous verser. Voilà. Très bien, question là en direct. Alors Pierre, faut-il souscrire une assurance locataire quand on est propriétaire d'un bien professionnel? Alors cette question, je ne la comprends pas tellement. C'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un bien, oui, ce serait peut-être une assurance propriétaire non occupant. Oui. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire que quand on loue un bien, quand on est bailleur et donc on va louer son bien, on peut payer une assurance habitation soi-même qui va nous couvrir en cas de dommage du locataire. C'est une assurance propriétaire non occupant qui vient compléter l'assurance habitation du locataire. Je pense que la question est celle-là. Voilà, donc attention parfois à ne pas avoir de multiples assurances, parce que parfois on peut être couvert plusieurs fois. Mais dans ce cas-là, oui, une assurance propriétaire non occupant va être moins chère qu'une assurance classique. Question de Belle G. Je suis professionnel de la vente à Bagnères de Bigorre. J'ai un CDD. Puis-je obtenir un crédit ou faut-il attendre un CDI? Alors malheureusement, en CDD quand même. Bien sûr, on prête à environ 1,5% des emprunteurs qui sont en CDD et la plupart du temps, ils sont CDD plutôt dans la fonction publique ou avec des CDD qui sont ça qui rassure, dans certains métiers. Aujourd'hui, c'est vrai que les banques, quand elles vous prêtent sur 25-30 ans, comme quand on en parlait, le fait d'avoir une visibilité aussi, oui, mais le fait d'avoir une visibilité seulement sur un an sur la situation professionnelle de l'emprunteur peut être compliqué pour la banque. Donc malheureusement, aujourd'hui, il est très difficile d'emprunter en CDD, à moins d'être dans la fonction publique ou d'être vraiment dans un secteur dans lequel les CDD sont monnaie courante. Alors c'est un peu le cas dans la vente, mais c'est vrai que dans la vente, sont plutôt préférés des CDI. Donc je conseille plutôt à Belle d'attendre quand même un CDI. Il aura beaucoup plus de chances d'avoir et un bon taux et tout simplement un crédit immobilier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi à tous ceux, ils sont nombreux, qui sont en contrat d'intérim ou en CDD, alors l'intérim est entre guillemets mieux toléré par les banques. Mais voilà, si on est en CDD depuis plus de 2 ans, ça c'est la petite variante, ou en intérim depuis plus de 2 ans, là on peut avoir une plus grande acceptation des banques. Sinon, un conseil, si jamais Belle est en couple avec quelqu'un en CDI, du coup il peut emprunter avec la personne en CDI et au moment où lui-même sera en CDI, son salaire pourra être pris en compte dans le remboursement. Et puis il y aura dans la future loi Elan sur le logement un bail mobilité aussi qui sera là réservé. C'est un nouveau contrat de location en meublé à des gens justement qui sont en intérim ou en CDD, contrat professionnel court, etc. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui s'adapte très lentement aux contrats courts. Donc c'est bien dommage. Mais de notre côté, on milite pour que les CDD soient davantage financés par les banques et c'est évident.
Eh bien, vous avez été formidable. Merci beaucoup, Sandrine Alonier, d'avoir répondu. Ça a été de répondre à toutes ces questions autour du budget, du financement. Plaisir. J'espère que vous reviendrez. On avait encore plein de choses à dire, ce sera pour une autre fois. Et voilà, il faut que l'émission se termine. On prend rendez-vous pour une autre série des Clés Limo, puisque régulièrement on fait à la fois l'achat, la vente avec les notaires de Paris, mais on a régulièrement la chance de recevoir justement des spécialistes en crédit immobilier comme vous. Sandrine Alonier, porte-parole de vousfinancer.com, encore merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous pour vos questions. Et à très bientôt pour une prochaine édition. Ce sera vendredi prochain à 13h ici même pour les Clés de l'IMO.